Bonjour à tous. Et on fait ça dans le cadre de la TEP, donc qui est une organisation professionnelle qui rassemble les acteurs du traitement des eaux de la parcelle, donc des fabricants, des sociétés de services, autour de la séparation à la source, l'assainissement non collectif, la gestion des eaux pluviales et puis tout ce qui est valorisation des eaux non conventionnelles. Et c'est à ce titre-là que la société Odali intervient ce matin en tant que membre du syndicat sur ce sujet. Merci pour l'introduction. Ce que je vous propose, c'est en termes de sommaire, c'est de vous rappeler un petit peu le contexte lié à l'eau. C'est toujours important, ça permet de bien comprendre en fait les objectifs de la réutilisation des eaux usées. Je vous présenterai également l'entreprise Odali ainsi que ses produits. On parlera également de la TEP et puis on rentrera dans le vif du sujet avec les eaux grises dans le logement, de quoi on parle, et les outils qui sont développés par la TEP. Donc sur les éléments de contexte, je vous rappelle, je vous fais un petit peu d'histoire, mais été 2022, grosse sécheresse en France. C'est des centaines de collectivités qui ont coupé l'eau du robinet parce que les niveaux des nappes phréatiques et des rivières étaient trop bas pour pouvoir alimenter en eau les administrés de ces communes. Et ça a engagé le législateur à mettre en place un plan 3 mesures, 53 enjeux pour préserver l'eau au printemps 2023. Plan dont la criticité a été renforcée par la sécheresse de l'été 2023. Et l'une des conséquences de ce plan, ça a été la publication en juillet 2024 d'un décret qui autorise enfin, j'aurais tendance à dire, la possibilité de réutiliser une partie des eaux usées générées dans le bâtiment pour aller alimenter notamment les sanitaires et couvrir certains usages extérieurs. Et là où le sujet est intéressant, c'est que le législateur avance très très vite sur ce cadre réglementaire puisqu'il y a déjà des décrets qui sont prévus pour cet été et pour l'année prochaine. Et cette intensité législative souligne en fait la criticité de l'eau et de la gestion de l'eau dans notre pays. Donc Odali, qui nous sommes, en fait, on est une société qui cherche à répondre à ce contexte avec une prise de conscience sur le fait que la ressource eau n'est pas une ressource infinie et que notre mode de consommation de l'eau aujourd'hui n'est absolument pas pérenne compte tenu des évolutions du climat, compte tenu de la densification des territoires. Donc ce qui va nous obliger au final à revoir nos modes de consommation. Et c'est là où la note est positive, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un bâtiment, seulement 7% de l'eau qu'on consomme nécessite d'avoir une qualité d'eau potable. Ce qui veut dire que pour 93% des eaux qu'on consomme dans nos logements, on pourrait tout à fait imaginer avoir une qualité d'eau légèrement dégradée sans que c'est un quelconque impact sur nos habitudes. Et si on fait ça, ça permettra de rendre l'eau accessible pour tout le monde en toute période, y compris en intégrant les aléas climatiques. Donc Odali, nous on est une joint venture du groupe SOR. Groupe SOR, c'est le 3e acteur de l'eau en France en termes de chiffre d'affaires. C'est le premier acteur si on considère le nombre de contrats de délégation de services publics avec les collectivités. Donc compte tenu de sa position, il a vu arriver le décret, il a voulu se positionner sur ce marché-là. Pour ce faire, il s'est rapproché d'une société d'ingénieurs qui développe des solutions de filtration pour les ONG historiquement et pour les industriels afin de créer la société Odali qui propose aujourd'hui des solutions qui permettent de mettre en œuvre le décret du 12 juillet sur la réutilisation des eaux grises au sein du bâtiment. Donc désolé, je vois que le graphisme est passé à la trappe. Bref, ce qui est important, c'est la solution Aquapod, qui est une filière de filtration qu'on installe dans les bâtiments. Et à côté de ça, on a d'autres solutions qui peuvent intéresser également les collectivités, des solutions conteneurisées de potabilisation de l'eau ou pour faire de la REUT. REUT, c'est l'acronyme pour réutilisation des eaux usées traitées. Ce sont les eaux qui sont relâchées par les stations d'épuration, et la REUT permet de réutiliser ces eaux de stations d'épuration pour certains usages comme l'agriculture par exemple, l'hydrocurage, le nettoyage des voiries et ainsi de suite. Je laisse la parole à Jérémy. Merci. Merci.
Donc la TEP, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est une organisation professionnelle donc, où on s'est fédéré autour de tous ces sujets réglementaires, l'évolution. Il y a déjà quelques années, on sentait cette problématique du changement climatique et des épisodes de plus en plus extrêmes. Et il y a eu cette idée qui a germé auprès de différents professionnels de créer une organisation pour avoir une nouvelle vision de la gestion de l'eau à l'échelle du bâtiment et de la parcelle finalement. C'est qu'on peut agir à tous les niveaux d'intervention de la collectivité, mais aussi chacun peut agir chez lui au niveau de son bâtiment et de sa parcelle pour faire d'une contrainte une opportunité. On a la contrainte de traiter nos eaux usées, on a l'ANC. On a la contrainte de gérer les eaux pluviales de façon décentralisée, donc on peut les stocker, les infiltrer, mais on peut aussi les réutiliser. D'où cette approche de mettre en avant, de faire monter en compétences et de valoriser la valorisation des eaux à l'échelle du bâtiment et de la parcelle au travers de sociétés qui sont adhérentes au syndicat, des fabricants de matériel, des entreprises de services qui peuvent être des distributeurs, des bureaux d'études, des sociétés d'entretien et de maintenance et des partenaires. On travaille avec notamment des universitaires pour faire avancer les savoirs sur ce sujet-là et vulgariser la connaissance. Donc on a une charte de déontologie professionnelle et puis une commission de bonne pratique, donc ce qui nous permet d'inciter nos adhérents à aller vers des produits de qualité, faire du contrôle de la production de ces produits pour rassurer les différents acteurs et puis mettre en place toute une chaîne de valeur. Quand on fait des travaux, on fait une réception des travaux, on fait un entretien, on fait un suivi sur le terrain du parc de nos installations pour pouvoir apporter toutes les garanties nécessaires sur la protection de l'environnement et également de la santé par rapport à toutes les exigences réglementaires. Il y a les nouveaux textes qui sont arrivés, décrets arrêtés où il y a des enjeux liés à l'environnement mais aussi à la santé. Et il faut rassurer et garantir sur ce sujet-là. Donc il y a des engagements volontaires des entreprises. Donc il y a 35 adhérents au syndicat qui vont de gens qui font de l'assainissement non collectif, des gens qui font du stockage d'eau pluviale et de la valorisation des eaux. Et on édite un certain nombre de publications que vous pouvez retrouver en accès totalement libre sur notre site internet. Et je reviendrai dessus tout à l'heure sur les actions qu'on a pu engager. En tout cas, les acteurs comme la TEP sont importants parce que quand on touche à l'eau, on touche à quelque chose qui est très personnel, avec des enjeux sanitaires qui sont importants. Donc il y a un enjeu de réassurance auprès des acteurs qui est vraiment important. Donc désolé, j'ai toujours des problématiques d'affichage. Donc si on revient un peu sur le cadre réglementaire et sur ce fameux décret du 12 juillet 2024, c'est un décret qui va vous autoriser demain à réutiliser les eaux usées issues des salles de bain et des lave-linges. Donc on parle d'eau potable qui a été polluée avec du savon, de la lessive, des peaux mortes et des cheveux. Donc c'est des pollutions qui sont légères. Et ce que dit le décret, c'est qu'on va avoir le droit de réutiliser ces eaux-là pour aller alimenter les sanitaires. C'est 20% de la consommation d'un logement, donc c'est loin d'être anodin. Et on va également pouvoir couvrir les usages extérieurs, donc l'arrosage des espaces verts et le nettoyage des surfaces extérieures. Accessoirement, on peut également laver sa voiture avec ces eaux, une fois qu'elles ont été traitées à un niveau de qualité qui est défini par le décret, qui est le niveau de qualité A+. Concrètement, c'est de l'eau qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de matière en suspension, qui n'a pas de turbidité. Donc au final, une eau qui n'est pas potable, mais que vous ne pourrez pas différencier quand elle est au fond des toilettes, pour être un peu provocateur. Donc, d'où l'intérêt de mettre en œuvre ce décret, puisque ça va permettre d'économiser entre 20 et 30 ou voire 35% de l'eau potable à l'échelle d'un logement. Donc ce que dit le décret, c'est qu'on va pouvoir réutiliser 51% de la consommation d'eau du logement et pouvoir économiser, couvrir au final jusqu'à 32% de la consommation d'eau avec des eaux usées. Donc encore une fois, sans que ça ait aucun impact sur nos habitudes et sur l'habitude des résidents. Donc le résultat, il n'est pas neutre quand on voit aujourd'hui le nombre de communes qui passent sous arrêté sécheresse pour pouvoir économiser l'eau potable. Donc là, sans aucun changement, en fait, on va pouvoir économiser 30% de l'eau. Autre point positif, pendant les arrêtés sécheresse, on n'a pas le droit d'arroser les espaces verts. On sait que pendant les canicules, les espaces verts sont des vrais îlots de fraîcheur qui apportent un réel bien-être aux résidents.
avec les eaux usées traitées, telles que le prévoit le décret, on a la possibilité d'arroser ces espaces verts. Ce qui veut dire qu'à l'échelle d'une résidence, on pourra avoir un gazon vert toute l'année, on pourra avoir des buissons et des îlots de fraîcheur qui seront arrosés, qui vont pouvoir jouer leur rôle de climatiseur. Donc, par exemple, si on met ça à l'échelle d'un EHPAD, où les espaces verts sont importants, où on a un public qui est fragile, ce type de dispositif devrait s'imposer de lui-même. Donc concrètement, comment ça se passe à l'échelle du bâtiment ? On va installer une colonne dédiée à la collecte des eaux issues des salles de bain et des lave-linges. Tout ça va aller au sous-sol, va être stocké dans une première cuve. La filière de filtration va filtrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et derrière, va envoyer l'eau une fois traitée dans une seconde cuve, à la sortie de laquelle on va mettre une pompe pour aller alimenter le circuit qui va alimenter les sanitaires et les usages extérieurs. Point important, encore une fois, le législateur aujourd'hui ouvre la porte à d'autres gisements, on parle des eaux de cuisine notamment, et à d'autres usages, par exemple alimenter les lave-linges, arroser des potagers. Donc on est vraiment dans un environnement où la législation avance très très vite, donc à intégrer dès lors qu'on parle d'un projet de construction. Merci. Donc par rapport à tout ça, enfin, on voit que c'est un nouveau sujet, il y a des sujets très très importants. Il y a à la fois le stockage, le traitement de ces eaux, mais il y a des sujets de plomberie intérieure, avec la disconnexion, la signalétique. Donc il y a un besoin de professionnalisation forte de ce secteur-là, de ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on y travaille et on y agit. Donc au niveau de la TEP, on a déjà développé un certain nombre d'outils. On a fait un visuel assez simple qui rappelle par type d'usage quels sont les textes réglementaires de référence. Il y a tout un package sur les usages urbains et agricoles, avec un texte qui devra arriver bientôt sur les usages urbains, notamment pour le nettoyage des voiries. Il y a tout un package de textes sur les usages agroalimentaires, où là, dans l'industrie agroalimentaire, on peut faire du recyclage des eaux. Il y a tout ce pack sur lequel on vous parle ce matin, qui est autour des usages domestiques, où il y a bien un cadre précis pour les usages domestiques dans l'habitat classique, pour les usages domestiques dans les ICPE, pour les usages domestiques dans les zones d'habitat sensibles, enfin d'accueil de public sensible. Donc là, il y a tout un cadre réglementaire qui nous permet d'agir et de mettre en place ces sujets-là. Donc on a fait quelque chose de très synthétique pour mettre en avant les textes de référence. On a sorti dès l'été dernier, dès la sortie des textes, un aide-mémoire sur les usages domestiques des eaux impropres à la consommation humaine. Cette aide-mémoire qui rappelle les 10 obligations qu'ont les particuliers, les propriétaires, de signalisation, de conception du dispositif, de recours à un professionnel, d'entretien, de signalétique, d'information des occupants sur ce sujet-là, et également les tableaux des usages autorisés, parce qu'on a plusieurs familles d'eau. Il y a ce qu'ils ont appelé les eaux brutes, dans lesquelles on a les eaux de pluie et la récupération et utilisation d'eau de pluie. Il y a les eaux grises qui sont dans un cadre, et il y a également les eaux de piscine, des piscines à usage collectif qui peuvent être réutilisées dans ce cadre-là. Donc on a rappelé quels étaient les usages possibles et quels étaient les critères de qualité et les fréquences de contrôle à mettre en place. Donc ça, c'était notamment pour sensibiliser les professionnels, que ce soit les installateurs ou les maîtres d'œuvre, pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage et accompagner au déploiement de la réglementation. Et on a sorti tout récemment, ça a un mois, un modèle de fiche de conformité de l'installation, parce que la réglementation demande l'établissement d'une fiche de conformité, également un procès verbal de réception des travaux. Donc on a fait un modèle de ce document-là, qui est dans la main des installateurs aujourd'hui. Donc c'est toutes des pierres qui contribuent à la professionnalisation du secteur, et on travaille aujourd'hui sur un référentiel du réseau intérieur de distribution de ces eaux-là, parce qu'en fait, si on veut déployer le recyclage des eaux grises, il faut que dès demain, ou même dès aujourd'hui, on intègre ce sujet-là dans le bâtiment, et ça nous impose à positionner le lave-linge correctement, à positionner dans de l'habitat collectif. Il faut qu'on prévoie les gaines techniques, comme on a prévu il y a des années les prises RJ45 pour Internet. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on prévoie le réseau de collecte et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine, pour que quand on arrivera, soit aujourd'hui on l'installe, et soit demain quand on réfléchit, qu'on puisse le réintégrer dans le bâtiment, parce que là, une des grosses problématiques aujourd'hui du sujet, c'est que ce soit de la récupération d'eau de pluie ou du recyclage d'eau grise, intervenir dans un bâtiment existant, c'est très très compliqué. Donc il faut qu'en fait ces doubles réseaux, cette séparation à la source, elles soient anticipées et intégrées dans les règles du bâtiment aujourd'hui. Et nous, on travaille à un référentiel
de bonnes pratiques sur la mise en place de ce réseau de collecte et de distribution avec la signalétique. Donc la professionnalisation de ce secteur-là est en cours. On travaille beaucoup avec les plombiers, les entreprises de travaux publics qui vont faire les cuves extérieures dans certains cas. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place sur ce sujet-là pour accompagner les acteurs dans le développement. Et à la TEP, on porte une dizaine de propositions pour développer tout ça. Et c'est d'actualité. L'année dernière, on n'a pas eu une année sympa puisqu'il n'y a plus pas trop mal. On n'a pas eu de problème d'eau. Donc on a oublié 2022, on a oublié le plan eau. Et là, bon, aujourd'hui, ça va, il fait bon. Mais pour ceux qui étaient déjà là dès hier, avant-hier, ou qui ont subi les orages de la semaine dernière, on voit que le changement climatique, il est là aujourd'hui, avec des épisodes extrêmes, de sécheresse, de pluies très très intenses. Et aujourd'hui, il faut s'adapter, mais dès aujourd'hui, et intégrer un certain nombre de nouvelles choses. Et nous, on a des propositions pour accélérer tout ça, que même le particulier puisse agir et s'approprier ce sujet-là. Ce n'est pas qu'un problème de la collectivité ou des gros consommateurs d'eau. Si on veut aujourd'hui aller vers la sobriété, on peut y aller très très facilement sur l'habitat avec des économies, une substitution de 44% de sa consommation d'eau potable, soit avec l'eau de pluie ou les eaux grises. Donc il est temps d'agir et nous pour ça effectivement on fait des propositions sur ce double réseau, sur des études de faisabilité de la sobriété à l'échelle des bâtiments, sur la conformité des installations, sur tout ce qui est obligation d'entretien et de maintenance, parce que c'est bien beau d'installer ça aujourd'hui et de ne pas le pérenniser dans le temps. On connaît déjà les difficultés de l'assainissement non collectif à faire entretenir et maintenir les installations. Donc on peut imaginer que quand on va mettre en place des systèmes de traitement un petit peu plus complets et complexes que l'ANC, que la personne qui va recycler ses eaux grises, il va falloir qu'elle ait un contrat d'entretien et de maintenance et qu'un professionnel l'accompagne là-dessus. Et pour développer tout ça, on pousse à ce que ça rentre dans le carnet d'information du logement, à ce que ça rentre finalement le DPE. Est-ce que le diagnostic des performances énergétiques ne pourrait pas être un diagnostic des performances environnementales et aller rechercher la sobriété de l'eau à l'échelle des bâtiments? Et puis l'eau, c'est un petit peu le parent pauvre, donc ça serait bien que la réhabilitation de l'ANC et tous ces sujets-là entrent dans le... Même si aujourd'hui c'est controversé, donc je vais nager à contre-courant, je veux dire ça serait bien que ça rentre dans France Rénov'. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont très très importants. Je finirai sur une note d'optimisme. Aujourd'hui, il y a des grands acteurs, promoteurs immobiliers qui sont en train de prendre le train, de monter dans le train de la réutilisation des eaux grises au sein du bâtiment, qui prennent le sujet à bras-le-corps et qui commencent à comprendre tout leur intérêt à intégrer ce type de dispositif dans leur projet. Donc on est au début d'une très belle histoire. Et puis il y a des acteurs comme Odali, je vais faire un petit peu de pub, qui proposent à la fois leurs machines mais également leurs prestations de maintenance sur tout le territoire français. Ce sont des éléments qui participent à la réassurance des acteurs qui ont besoin encore une fois d'être rassurés sur des sujets qui touchent à la question sanitaire. Merci beaucoup et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour. 3 petites questions au regard de votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée en valeur relative du surcoût que représente une telle installation sur un équipement neuf? Je m'interrogeais aussi après sur les questions d'entretien, de maintenance de l'installation, alors en particulier la partie filtration, ce que ça implique derrière. Après, double réseau, on a déjà un réseau, on en a 2. Bon, je dirais que c'est assez classique. Et puis, est-ce qu'il y a un suivi particulier pour s'assurer du maintien de la qualité de l'eau en A+, également par la suite? Alors, merci pour vos questions, très pertinentes. Donc, en termes de surcoût, aujourd'hui, quand on intègre le coût de la machine plus le coût du dédoublement des réseaux, on est sur des échelles de prix qui vont varier entre 1 500 et 2 500 € par logement. Bien évidemment, ça dépend du nombre de logements, mais déjà, si vous êtes dans cette fourchette-là, si vous retenez ces chiffres-là, vous serez dans le vrai dans 80% des cas, un peu plus. Au niveau de la maintenance, elle est cadrée par la loi. Donc aujourd'hui, on a une obligation d'un certain nombre de prestations, de visites mensuelles. Encore une fois, l'idée, c'est d'éviter tout risque sanitaire en maximisant la fourniture d'une eau de qualité. Donc on est sur des contrats de maintenance. Là aussi, c'est difficile de donner un chiffre parce qu'on est au tout début de l'histoire, mais
On est sur des tarifs entre 5 000 et 6 000 euros par an, grosso modo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt économique, en fait, va dépendre du prix de l'eau localement. Prix de l'eau qui devrait augmenter dans des proportions extrêmement importantes d'ici la fin de la décennie. On parle de plus 50% à horizon 2030. Une augmentation de l'eau, du prix de l'eau qui est liée à l'ensemble des travaux que les collectivités vont devoir faire sur le remplacement de leurs réseaux qui sont vieillissants, qui fuient, mais qui polluent aussi l'eau potable. On parle aussi de mise aux normes des stations d'épuration vis-à-vis de la directive européenne des rues. Donc tous ces éléments-là, en fait, vont participer à ce que l'intégration de ce type de dispositif soit économiquement viable, sans compter, encore une fois, et on l'a vu ces derniers jours, hein, quand il fait très chaud, quand on passe sous un arbre, il fait vachement meilleur. Donc au final, l'intérêt de pouvoir arroser les espaces verts, financièrement, c'est difficile à estimer, mais en termes de bien-être, c'est extrêmement important. Et votre troisième question ? Alors là, je peux parler que de ma machine. Nous, on a une machine qui est bardée de capteurs qui vont permettre de monitorer en continu l'activité de la machine. Et avec l'intelligence qu'elle intègre, elle va être capable d'adapter en fait son fonctionnement pour toujours sortir une qualité d'eau A+. Et si jamais il devait y avoir un souci, elle va être capable de solliciter une intervention de nos services de maintenance de façon autonome. Et si, encore une fois, malgré ça, l'eau ne devait pas avoir cette qualité A+, en fait, elle va se mettre à l'arrêt et automatiquement, en fait, on va basculer sur l'alimentation en eau potable et sanitaire. Ce qui veut dire qu'on a mis en œuvre un design qui permet d'éviter toute rupture de service en cas de problème. Pour compléter, donc du coup, ça va dans le sens de ce qu'a prévu la réglementation, l'a bien prévu, avec en fonction du type d'usage, qu'on soit en unifamilial ou hors unifamilial, et des types d'eau, il y a des critères de qualité à respecter, qualité bactériologique de l'eau, mais également des critères classiques qu'on mesure aussi sur l'eau potable, qui permettent de se garantir de ça. Et c'est des fréquences de contrôle 1 à 2 fois par an qui sont obligatoires par un laboratoire. Et effectivement, ce qui est important là, dans ce que tu viens de dire et qui est dans la réglementation, et qui n'existait pas par la réglementation qu'on avait précédemment sur la récupération d'eau de pluie qui datait de 2008, il doit y avoir une réversibilité totale du système. C'est-à-dire que si la qualité n'est pas au rendez-vous, il faut que assez facilement, soit de façon automatique ou avec un jeu de 1 à 2 vannes, on puisse rebasculer à 100% sur le réseau d'eau potable pour éviter tout problème et tout risque de contamination. Donc ça, la réglementation a bien prévu la réversibilité du système. Oui. Bonjour. Du coup, moi, c'était un peu le procédé est intéressant. Je pense que tout le monde peut le développer. Du coup, ma question, c'était est-ce que pour avoir cette qualité A+, moi, j'y connais pas grand-chose. Est-ce que du coup, il va y avoir un peu comme le principe d'assainissement non collectif, un principe d'agrément de ce genre de dispositif pour pouvoir réutiliser les eaux grises ? Donc aujourd'hui, on n'est pas... Si tu veux, on sort complètement du schéma de l'assainissement non collectif, qui est d'ailleurs, si on refait un jour les textes de l'ANC, il faudrait qu'ils ressemblent à ceux-là. C'est-à-dire que les textes de l'ANC aujourd'hui, ils sont à cheval entre des obligations de moyens et de résultats. Là, la réglementation EICH, elle est 100% obligation de résultat et 100% de responsabilisation du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que la réglementation, elle a ouvert pas mal de trucs. On peut utiliser beaucoup d'eau chez soi avec beaucoup d'usages, mais on est responsable de ce qu'on se fait. On est responsable de la qualité de son installation, on est responsable de son suivi. Et aujourd'hui, c'est déjà par rapport à l'ANC, c'est un sujet un petit peu... je ne pense pas que l'État veuille aller vers des agréments ou de ces choses-là. Mais aujourd'hui, pour y être, j'y étais c'était il y a 2 semaines, au CSTB, il y a eu une matinée sur ce sujet des zones non conventionnelles. Et on voit bien que la profession s'organise, ce que je vous disais là, sur les compétences des installateurs, sur ces choses-là. Et les fabricants de dispositifs, aujourd'hui, réfléchissent à, pas un agrément, mais les dispositifs d'encadrement de l'innovation, comme les avis techniques, qui vont arriver. Il y a un nouveau GS qui se crée au CSTB là-dessus. Et il y aura certainement très très rapidement des avis techniques sur les procédés de valorisation des zones non conventionnelles. Pour compléter, donc, ce qui est important, c'est l'obligation de résultat. Et sur les prestations de maintenance, le technicien de maintenance doit effectivement avoir les diplômes suffisants et qui sont définis par le législateur.
Encore une fois, on touche à un sujet sanitaire, donc il y a un sujet de réassurance. D'où l'importance demain de confier au final l'installation à des sociétés qui sont compétentes et si possible qui vont être capables d'assurer la maintenance, en tout cas sur la première période, pour éviter le schéma traditionnel où si ça ne fonctionne pas, le fabricant va dire au maître d'ouvrage c'est à cause du mainteneur, le mainteneur va dire que c'est à cause du fabricant. Et là, vous partez pour une période un peu désagréable ou en recherche de responsabilité. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais quelques questions. Du coup, bien sûr, là, on parle sur de la construction neuve, plutôt sur un bâtiment collectif. Est-ce que c'est des produits qui peuvent être adaptés et adaptables pour un écoquartier à l'échelle de plusieurs familles qui ne sont pas de la même famille, en plus du réseau de traitement d'une ville, politiquement ou économiquement. Et puis, vous parliez du design. Du coup, en termes de durée de vie, même si du coup c'est tout récent, c'est tout neuf, combien de temps ça peut durer ? Est-ce qu'on arrive déjà à chiffrer un peu comme de l'usure d'un véhicule, combien de litres d'eau ça peut durer, combien de pièces, quelles pièces seraient à changer, qu'est-ce que ça impacte en termes de coût ? Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous, on a une analyse du cycle de vie, un ACV. C'est des éléments qui sont importants quand on parle de construction neuve, parce que vous savez, ils ont des objectifs en termes d'intensité carbone et autres. Donc, on a un ACV de 30 ans et on est en train de travailler pour le basculer sur un ACV de 50 ans. Donc, avoir une machine qui va avoir une espérance de vie de 50 ans. Donc, aujourd'hui, on a de la visibilité, effectivement, sur l'espérance de vie des différents éléments qui constituent la machine, sur les consommables. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais perdre tout le monde, mais on a de la visibilité sur ces éléments-là. Après, notre machine, bien évidemment, effectivement, elle est particulièrement destinée aux écoquartiers qui, par définition, mettent tout en œuvre pour réduire l'impact environnemental à la construction et à l'exploitation du bâtiment. Donc, elle s'intègre parfaitement dans ce type de situation. Aujourd'hui, on est contraint par le cadre réglementaire. Donc, à la parcelle, on peut tout à fait imaginer avoir une machine qui va récupérer les eaux de plusieurs bâtiments sur la même parcelle. Par contre, dès lors qu'on a plusieurs parcelles, il y a une contrainte réglementaire qui peut nous obliger à monter un dossier d'expérimentation auprès des autorités régionales de santé ou auprès de France Expérimentation pour passer ce seuil. Mais les ARS, aujourd'hui, elles ont conscience du problème de l'eau. Et donc sont assez ouvertes à ces projets d'expérimentation. Et après, aujourd'hui, nous, on a une approche qui va concerner le bâtiment collectif. Sur le logement individuel, je sais qu'il y a des prestataires qui se positionnent dessus. Le sujet, en fait, sur le logement individuel, ça va être la contrainte de maintenance mensuelle. Donc là, c'est plutôt des approches qui sont en dehors du cadre réglementaire. Qui vont faire appel à la responsabilité individuelle en fait. Donc nous, aujourd'hui, c'est pas notre marché en tout cas. Oui, bonjour. J'avais une question sur le fonctionnement, la facturation de l'usage de cette eau. Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans les charges de la copropriété ou est-ce que vous avez un système de comptage individuel par logement et quel coût va avoir cette eau par rapport à l'eau du réseau? Alors, sur le sujet de la refacturation de l'eau traitée, ça va dépendre du maître d'ouvrage et du règlement de copropriété. Donc on peut imaginer plusieurs configurations où on va mettre un compteur sur chaque logement sur le réseau d'eau filtrée, et donc il y aura une facturation à la consommation. On peut imaginer également que le contrat de maintenance soit intégré dans les charges de copropriété avec une répartition au tantième. On peut imaginer également que la facturation de l'eau à traiter soit un pourcentage de la facturation au global de l'eau potable. Mais ça, c'est plus de notre ressort. Tout va dépendre en fait de la volonté du maître d'ouvrage et comment il envisage son règlement de copropriété. Après, sur le sujet du prix de l'eau, il va être fonction en fait du volume d'eau qu'on va être amené à traiter et qu'on va diviser par le coût du contrat de maintenance. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer dès aujourd'hui en fait une eau qui soit moins chère que l'eau potable. Et là, ça va dépendre du nombre de... Donc l'équation économique va dépendre du nombre de logements, des gisements qu'on va récupérer, des usages qui vont être faits et du prix de l'eau potable localement. Donc ça veut dire que globalement, à partir de 40 logements, on est capable d'amener une économie d'exploitation dès la première année.
encore une fois, c'est juste une idée de prix à revalider en fonction de son ordre. Si vous allez dans les dom-toms, par exemple, où on peut avoir de l'eau à 9-10 euros le mètre cube, bah forcément, à partir de 20 logements, ça peut être pertinent. Si vous allez à l'inverse dans des régions où l'eau est extrêmement peu chère, bah là, on va plutôt être sur du 60 logements. Donc, mais en fait, l'idée, c'est de le garder en tête, de solliciter un acteur pour qu'il vous fasse une étude de faisabilité. Nous, on sait le faire très rapidement. Et ça va vous permettre de voir quel est l'investissement initial à la construction et quel est l'impact sur la partie exploitation. S'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne fin de salon. Merci.